Les femmes confiantes et audacieuses, on en a de plus en plus besoin dans notre société. En cette semaine consacrée à la célébration des droits de la femme, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour le débrief de l'actualité. Débrief assez spécial aujourd'hui parce que nous sommes en plein dans les préparatifs de cette journée-là et depuis hier, Canal 2 International est au cœur même de cette célébration de la femme. Vous aurez quelques images tout à l'heure. Le temps pour nous d'accueillir notre première invitée sur ce plateau. Elle nous vient du PCRN. Elle est activiste des droits civiques. Arlette Ndjopoupa, bonsoir. Bonsoir Amir. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de Canal 2 International. Bonsoir particulièrement à toutes les femmes qui nous regardent ce soir. C'est effectivement le mois de la célébration de la femme, donc forcément il y a une sorte d'effervescence. On peut le constater avec différentes activités qui sont menées ça et là dans l'entièreté du territoire. Et cela démontre en fait la volonté réelle que cette célébration n'est pas simplement une simple journée de festoiement, mais derrière cela, il y a une volonté de se poser des questions sur l'avenir de la femme, l'impact de la femme dans la société camerounaise, ce qu'elle doit bâtir pour sa famille et naturellement pour ses enfants. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être invitée sur votre plateau et vous me permettrez comme ça de célébrer encore les femmes du PCRN qui cet après-midi, ou bien depuis ce matin, elles étaient à Ange Raphaël pour la campagne d'inscription sur les listes électorales. Et d'ailleurs, ça va continuer. Donc, toutes les populations qui seront du côté de Ndokoti et qui n'ont pas encore leur carte d'électeur, vous pourrez dès demain aller à Ndokoti faire votre carte d'électeur. Donc, toutes les communes sont invitées de Douala 1er à Douala 6. Les antennes, les différentes antennes seront à Ndokoti pour pouvoir vous inscrire. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Nous avons Marlise Douala-Belle, ex-députée sociologue qui a eu un cas d'urgence de dernière minute, un malade auprès d'elle, donc obligée d'y aller. Elle envoie ses sincères excuses aux téléspectateurs de Canal 2 International. Mais tout à l'heure, on va accueillir Christiane Carré-Eka, administrateur du GCAM. Elle est en route et elle sera avec nous tout à l'heure. Le temps pour nous de vous présenter cette magnifique cérémonie ou alors séance de coaching au siège de Canal 2 International. Ça concernait les femmes du groupe de Canal 2 International Suite FM. Mais il fallait avoir des femmes plus confiantes et plus audacieuses. Et grâce au coach Roland Kouemen, les femmes dynamiques de Canal 2 International ont pu avoir des astuces pour sortir de leur zone de confort et pourquoi pas oser davantage. Je vous propose de regarder ces magnifiques images et on revient juste après. Moment de coaching et de motivation du personnel féminin du groupe Canal 2 ce 5 mars 2025. Par l'intermédiaire du cabinet Go Ahead Africa, ces femmes de la télé reçoivent les outils pour booster leur confiance en elles et renforcer les actions dans le dépassement de leurs limites. C'est des femmes de médias qui de façon naturelle sont des leaders parce que c'est des personnes qui sont au devant de la scène, qu'on voit sur le petit écran, la radio et tout. Donc naturellement, c'est des leaders. Maintenant, le but était de booster, donc d'accélérer. Et puis j'ai trouvé qu'elles étaient très réceptives. On a travaillé essentiellement sur le soft skill, et un soft skill qui est très crucial, la confiance en soi et ensuite comment sortir de sa zone de confort. Et je suis sûr qu'on aura des dames très dynamiques, très engagées et qui vont contribuer à la performance extraordinaire du Canal 2 International. À l'initiative du top management, cette activité est organisée en prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme 2025. Actuellement, en management, on parle plus de qualité, de soft skills, c'est-à-dire il est important à côté des compétences techniques de pouvoir développer des soft skills pour pouvoir mieux s'en sortir, être mieux performant en entreprise. La célébration de la journée des droits de la femme a été pour Canal un prétexte de former son personnel féminin afin qu'au sortir de cette formation, qu'elles soient en mesure de pouvoir donner du meilleur d'elles-mêmes en commençant par s'améliorer elles-mêmes au quotidien, dans la vie de famille, au travail. Et c'est de cette manière qu'elles pourront arriver à atteindre leurs objectifs et contribuer aux objectifs de l'entreprise.
La séance de coaching déroulée dans une ambiance conviviale est pour ces dames du groupe Canal 2 une expérience enrichissante. J'ai trouvé la séance de coaching très émouvante. C'était, en dehors d'être stimulante, c'était vraiment le parfait allié pour nous qui sommes des travailleurs. Comment est-ce que ça va changer déjà? Premièrement, ma vie, c'est d'oser plus. C'est-à-dire, ce que je ne parvenais pas à faire avant, je pense que je vais commencer à me lâcher. Et professionnellement parlant, c'est d'évaluer les gradons, d'avancer, qu'importe les difficultés et les aléas que j'aurai professionnellement, je pense que je vais les affronter. J'irai de l'avant. Un grand merci à la Maison Canal 2 qui m'a fait ce plaisir aujourd'hui. La remise des attestations de participation a clôturé ces 3h30 de formation qui marquent le début d'une longue série d'activités prévues pour les femmes du groupe Canal 2. Elles seront dès demain matin au marché d'Okpassi, dans l'arrondissement de Douala 3e, pour un investissement humain. De magnifiques images, c'était ça, Canal 2 hier, les femmes de Canal 2 au Crystal Palace. Merci au coach Roland Komen, mais surtout merci à la directrice des opérations, Madame Colette Chatué, qui a bien voulu que les femmes puissent sortir de leur zone de confort. Ça fait quoi d'avoir confiance en soi, Alette? Ça permet d'être plus entreprenant, d'affronter facilement des situations. Et vous savez, ce sont des éléments qui sont clés. C'est très important que votre directrice des opérations ait pensé à cela parce que c'est l'un des handicaps en fait des femmes. La plupart du temps, les femmes, on a des compétences, on a des qualités, on a tout ce qu'il faut, mais parfois on manque souvent de confiance en soi parce que on ne développe pas beaucoup cela. Et ce type d'activité, ce type de renforcement de capacité permet justement de se rendre compte que c'est possible. En fait, quand on se met des barrières et qu'on doit avoir une vision plus large de ce qu'on fait, de ce qu'on est en train de produire. Comme ça, on peut facilement affronter les défis qui viennent à nous et on se rend bien compte que quand la femme a la confiance nécessaire, les compétences se suivent. Donc, c'est totalement légitime, en fait, cette démarche et je tiens à la saluer. Ça rentre en droite ligne avec ce que je disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les célébrations du 8 mars ne sont plus simplement des moments de festoiement, mais effectivement, on a mis enfin un terme avec cela. Bon, c'est vrai que le 8, les gens vont toujours soulever, mais on comprend bien qu'il faut travailler le mindset parce que la thématique porte sur l'entrepreneuriat. On va se rendre compte que les femmes sont entreprenantes naturellement. Il suffit de sortir là, vous allez vous rendre compte qu'à tous les points, à tous les carrefours, il y a des femmes qui vendent des oranges, qui vendent des arachides. En fait, elles entreprennent au quotidien des petites activités, mais elles ont beaucoup de mal à penser de grandes structures. Et il y a donc ce déficit-là au moment d'avoir des grosses entreprises. Et c'est cette difficulté, c'est ce palier-là qu'il faut franchir. Et vous allez faire tous les cours de coaching, de management, on va toujours vous dire que la confiance, c'est ça qui permet de créer des grands leaders. C'est ça qui permet de forger des leaders d'impact qui vont modifier leur environnement et surtout qui auront le courage d'assumer qu'ils peuvent changer les choses. Donc, c'est une très très belle initiative de Canal 2 et c'est une initiative à célébrer. Le temps pour nous d'accueillir une magnifique dame, Christiane Karen Eka, administrateur du GCAM. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lee, merci de m'avoir invitée. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Super, vous êtes toute en beauté. Merci. Avec vous, on va regarder cet élément puisqu'on est dans la dynamique de la célébration de la journée consacrée aux droits des femmes. On parlait tout à l'heure de Canal 2 International qui a poursuivi ses activités aujourd'hui à la mairie de Douala 3e avec l'investissement humain. Ces dames ont laissé les micros, les belles robes, le make-up, les lunettes et tout pour rester auprès de la population. Et c'est l'occasion pour nous de dire merci au maire de Douala 3e, Valentin Epoupa Bossambo, qui a permis pendant 2 heures qu'on puisse être proche de la communauté pour assainir à notre façon l'environnement là-bas. On regarde. Arriving with fanfare for a significant action, women from Canal 2 Group are gathered at Ndokpasi Market in Douala 3 subdivision this March 6, 2025, building up to the 40th edition of the International Women's Day. Equipped and supported by the Douala 3 Council, the sweep, scrap, collects,
and clean the pathways of the market. We were so delighted, I personally from the Southwest region, so delighted to be here, to be closer to the televiewers of Canal 2 International. We had to labor or contribute in the hygiene and sanitation of this market. The action praised by the market vendors also aligns with the cleanliness program initiated by the Douala City Council. My message today is to ask everybody, not only those who are here like you, everybody living there in Douala 3 Council to work, to clean around his house, around the office, to make that we cannot work with the waste. It's not normal to work where there is dirty. So we have to clean our place. Our council will do the rest. In the wave of empowering women, this initiative is organized in anticipation of the 2025 International Women's Day celebration. The sanitation activity follows a moment of coaching and motivation for the female staff of Canal 2 Group on March 5, 2025, facilitated by the Go Ahead Africa Consultancy. These television professionals receive tools to boost their self-confidence and enhance their ability to overcome challenges. They received certificates of training, marking the beginning of a long series of activities planned for the women of Canal 2 Group as the D-Day approaches come March 8. De passer à la thématique centrale du jour, le programme spécial de demain sur les antennes de Canal 2 International, les femmes aux commandes des antennes, une programmation inédite avec Barbara Etoa, légende de la télévision camerounaise, qui sera rédacteur en chef du jour et donc coordinatrice de toutes les rédactions. À partir de 6h30, vous aurez Canal Matin, une présentation spéciale de Maureen Di, que vous connaissez certainement, et Delphine Fonkou-Téné. Ce sera en direct avec leurs différentes chroniqueuses. Vous avez en revue de presse Ernestine Moukala, Flash Info Gladys Ambo, page culture Haroun Nazira, sport Lesline Poumecha, invité Alvin Tagneux, Paul Chameni et Monica. De 10h à 12h, vous aurez la présentation Nous chez vous avec Christabel Aouni et Oufea Kouemo. À 13h, le journal bilingue avec Patricia Naoussi et Béatrice Ngamo. À 18h, pour C'est comment, c'est une présentation de Monique Naoussi Fosso avec des chroniqueuses, Monica, Inès Ondoa, Elisabeth Ngoum et Aline Fomete. 18h15, le journal en anglais sera présenté par Inès Daniel Ondoa Mbala. À 18h40, débrief sport, une présentation de Patricia Keyi. Le grand journal du soir à 19h50, une présentation de Lil Pidjo himself avec un important dossier sur les modes de production au féminin. Une journée exceptionnelle coordonnée de main de maître, on l'a dit, par Barbara Etoa, cette légende du journalisme que vous connaissez, donc pour célébrer les femmes qui font vivre les contenus sur Canal 2 International. CEO Rashdor Food. Oui. On va présenter ça en quelques minutes. Alors, Rashdor Food existe depuis 2018 à travers son complexe agro-pastoral qui s'étend sur 8 hectares où nous faisons l'élevage, l'agriculture et la pisciculture, et aussi à travers sa boucherie-charcuterie qui est située à Bonamoussadi, au carrefour Yorodios. Donc nous faisons la transformation de tout ce qui est protéines animales, donc saucisses, saucissons, pâté de volaille. Merci à vous d'être venus. Aujourd'hui, quand vous regardez les femmes, l'évolution de la femme, est-ce qu'elles sont plus dynamiques dans l'entrepreneuriat? J'ose à croire, oui. Oui, il y a cet éveil qui est là. La preuve, je suis devant vous, je suis moi-même entrepreneur. Mais je pense que depuis quelques années, la femme a compris qu'elle peut oser, qu'elle peut briser ce plafond de verre où elle était cantonnée. De plus en plus, elle se dit, elle peut. C'est vrai que nous les femmes, on a l'autocensure qui nous bloque, on a les préjugés, on a le syndrome de l'imposteur, on a le manque de confiance en soi. Mais je pense que ayant beaucoup de femmes entrepreneurs aujourd'hui, on a des rôles modèles auxquels on s'identifie. Je pense que ça encourage les autres qui n'ont pas encore franchi le pas de le faire.
Arlette, est-ce que c'est facile de franchir le pas quand on est une femme? Parce qu'on a tellement de difficultés déjà quand on est femme, on a des problèmes de femmes. Et maintenant, se retrouver dans l'entrepreneuriat, c'est d'autres problèmes qui s'ajoutent à cela. En fait, la dame a souligné un ensemble de problèmes en fait, que nous rencontrons au quotidien et qui empêchent souvent justement de briser ce plafond de verre qu'on se met à l'intérieur qui nous empêche de produire. Pourtant, la réalité, c'est que les femmes sont naturellement entreprenantes. C'est juste changer de mode de production. Parce que nous sommes dans un mode de production où la femme peut facilement se lever, prendre son téléphone, son callbox, une table et commencer à produire de la richesse en fait. Mais dès l'instant où il faut aller voir un peu plus grand, c'est à ce moment-là que, en fait, il y a ce blocus ou ce blocage-là. Surtout que l'entrepreneuriat, c'est un peu comme si vous êtes dans un parachute. En fait, vous êtes en hauteur, là, vous êtes en train de tomber, vous devez construire votre parachute en tombant. Or, naturellement, nous, les femmes, on aime la sécurité. On aime vraiment les choses, les pieds sur terre. Donc vraiment, lorsqu'il faut commencer à dire qu'on va construire en même temps, on saute en même temps, c'est assez complexe. Et beaucoup de femmes jusqu'à présent ne réussissent pas à traverser cette étape-là. Mais heureusement, de plus en plus, on voit des femmes qui réussissent. Et les données sont là. Même le système bancaire dit, quand vous prêtez l'argent aux femmes, elles remboursent plus que les hommes. En général, elles ont de meilleurs chiffres. On est pratiquement à plus de 17% de taux de remboursement pour les femmes entrepreneurs. Ça veut dire que quand la femme, on lui donne de l'argent, elle est honnête et elle rembourse son argent, elle se met à fond. Mais maintenant, il faut qu'on brise un peu plus ces barrières-là qui sont dans notre esprit, qu'on ait cette ouverture d'esprit-là pour affronter parfois nos propres peurs. Et c'est là la plus grosse difficulté, en fait. Affronter nos propres peurs. Et beaucoup n'arrivent pas. Christian, qui est d'abord entrepreneur, parce qu'aujourd'hui, il y a le débat autour du mot entrepreneur. N'importe qui, n'importe quelle femme, peu importe son positionnement, dit « moi, je suis femme entrepreneur ». À quel moment on dit qu'on est entrepreneur? On est entrepreneur quand on crée de la valeur. Quand on crée de la valeur, quand on fournit un service où on met sur le marché un produit d'utilité. J'ose à croire que le buy and sell, c'est pas l'entrepreneuriat, je le dis toujours. L'entrepreneuriat, c'est vraiment créer de la valeur derrière. Donc, comme la dame le disait, il faut structurer en fait son activité. Les femmes entreprennent beaucoup. Elles entreprennent beaucoup, mais elles restent au niveau très informel, de la débrouillardise. Elles ne sautent pas le pas pour devenir entrepreneurs. Il y a des femmes qui produisent, par exemple, je sors d'un événement, Bankable Women, où une dame elle est venue pitcher avec son produit qui est l'arachide et le maïs grillé. Elle crée de la valeur. En fait. Elle crée de la valeur. Donc, heureusement qu'il y a des initiatives comme celle-là où la banque a vu son potentiel et on va l'accompagner à devenir une femme entrepreneur. Donc, elle se voit peut-être comme la débrouillade, mais elle peut être 15 millions. J'ai une question. Et nos mamans qui grillent souvent les arachides là. Ben voilà, elles peuvent venir justement, en fait. C'est ça. Elles peuvent, parce que cette dame-là, elle fait son activité depuis longtemps. Au bord de la route, elle grille, elle vend déjà. Oui, alors, elle va clientèle. sauter un pas. Elle a une clientèle. Elle a un produit qui est accepté, qui a une valeur pour beaucoup. Alors, elle va sauter le pas avec la banque qui va la structurer, qui va créer son entreprise et qui va l'accompagner à devenir une femme entrepreneur. Voilà. Arlette, est-ce qu'il y a des défis auxquels les femmes entrepreneurs, quels sont les défis que les femmes entrepreneurs rencontrent au cours de leur parcours? Parce que de plus en plus, on a tellement de difficultés, l'environnement, la conjoncture économique et tout cela, ça devient un peu compliqué pour la femme, surtout la femme entrepreneur. Bien sûr, je pense que c'est d'abord compliqué d'être une femme au Cameroun. Et c'est encore compliqué d'être une femme en 2025. Donc si vous ajoutez encore un autre pan, l'entrepreneuriat, qui est quelque chose de complètement insécure, en fait, ça devient encore plus complexe. Mais je crois que les défis
d'abord, on a nos défis à nous les femmes, c'est-à-dire que traverser nos problèmes de confiance, se battre contre le patriarcat, les stéréotypes du genre qui sont aussi parfois des blocus, parce que lorsque parfois tu as des ambitions, c'est souvent des gens qui te disent laisse, repose-toi. Parfois même c'est ton partenaire qui te dit. Exactement. Oui, parce qu'on a aussi le poids des tâches ménagères, c'est-à-dire que la femme, on dit, bon, si tu vas commencer à sortir, tu vas rentrer à 2h, ou qui va faire les tâches ménagères à la maison. Donc, tous ces stéréotypes, en fait, tous ces blocus-là sont vraiment des défis pour les femmes. Comment est-ce qu'elles vont réussir à équilibrer cette vie de couple, cette vie entrepreneuriale, parce que c'est comme si tu mettais au monde un bébé, en fait, qu'il faut l'occuper, le nourrir, le laver et tout ça. Mais en même temps, tu as des vrais bébés qui sont là, qu'il faut s'occuper et autres. Et ils ont le même niveau d'exigence. Donc, trouver cet équilibre-là n'est pas d'abord aisé. Et maintenant, bien sûr, la conjoncture économique au Cameroun en soi est aussi très complexe. Aujourd'hui, on va pas se leurrer aujourd'hui. La situation économique n'est pas très belle, même s'il y a toujours un potentiel. Moi, je veux véritablement, parce qu'on a des femmes qui nous regardent, il faut toujours être dans l'encouragement, l'incitation, vraiment pousser beaucoup plus de femmes à oser. Et je crois qu'il faut non pas édulcorer la réalité ou bien essayer de diminuer un peu tout ce qui peut être comme entrave, toute difficulté économique et autres, mais il faut beaucoup plus booster les femmes parce que c'est beaucoup cela en fait notre difficulté vraiment. Vous qui êtes avec les entreprises tout le temps, comment les femmes s'en sortent? Alors, comment les femmes s'en sortent? Chacune a sa formule. Chacune a sa formule. Est-ce qu'elles se plaignent beaucoup dans le OGCAM qu'en tant que femme, l'entreprise, ça ne va pas? Il y a de nombreux freins. Il y a de nombreux défis qu'on relève au quotidien. Moi, je veux soulever le premier qui est l'accès au financement. C'est très compliqué d'avoir un financement auprès de la banque. Les femmes, en particulier, n'ont pas toujours des garanties. Parce que l'accès à la terre reste encore un problème, un challenge. Beaucoup de femmes n'ont pas de garantie. Et la garantie principale que les banques demandent, c'est un titre foncier. Pour certaines qui ont des titres fonciers, c'est toujours conjointement à l'époux. Et si l'époux n'est pas d'accord avec ton projet entrepreneurial, tu ne vas jamais avoir un financement. Il y a également des biais inconscients. Le banquier, certains trouveront du mal à faire confiance à une femme qui se disent si je lui donne mon argent, elle va commencer son entreprise et si elle tombe enceinte et si l'enfant voilà, il y a ces biais inconscients qui sont là, ces stéréotypes de genre qui ne se posent pas face à un homme. Il y a également un problème qui est là, qui est l'accès au marché. L'accès au marché, il y a certaines industries qui sont toujours, enfin, la majorité des industries sont dominées par les hommes. Donc, ils vont naturellement donner cet accès au marché à d'autres hommes. Et voilà. Donc, il y a ces problèmes qui sont là et qui ne sont pas négligeables. Mais, comme je dis toujours, tout défi doit être surmonté. Ce n'est pas cela qui va nous empêcher d'oser, d'essayer. Et plus on est nombreuses, je dis souvent aux femmes, plus on est nombreuses, plus on peut influer sur les décisions et les personnes qui sont en face de nous. Mais on a plus de... Oui, allez-y. Elle a souligné un élément qui est très important, le domaine technique. Vraiment, quand ça reste dans le domaine social, commercial et tout ça, ok, les femmes, il n'y a pas de souci. Mais dès l'instant où on commence à parler d'industrie, tout ce qui est technique, ça devient très compliqué. Imaginez-vous que vous avez une jeune fille qui décide de faire une formation en mécatronique, mais elle se retrouve, aucun garage ne veut lui donner un stage. Je parle seulement des problèmes basiques. Donner un simple stage. Vous imaginez si elle crée une entreprise et demain on lui donne des marchés. Ce n'est même pas imaginable. Déjà que lorsqu'une femme conduit simplement le taxi, c'est un problème. Je veux dire, ça choque les gens. D'ailleurs, j'ai demandé à un débat là, c'est quoi le féminin de chauffeur? Oui,
Oui, tout le monde a rigolé parce qu'en fait, on est tellement habitué à ce que ce soit les hommes qui soient des chauffeurs. Et donc, quand ces questions techniques-là arrivent, c'est un domaine encore qui reste très, très, très fermé pour les femmes. On se plaint parce qu'effectivement, les femmes vont vers des activités qui ont de moindres revenus. Par contre, les activités qui ont de gros revenus, des activités techniques, en fait, il y a des barrières qui sont créées dans l'esprit des hommes qui empêchent parfois celles qui ont le courage de traverser la barrière, de vraiment avancer comme il faut. Aujourd'hui, on considère les femmes entreprenantes ou les femmes qui ont un certain niveau comme des femmes à problème, ou des femmes qu'il ne faut pas côtoyer parce qu'elles sont un peu trop indépendantes, un peu trop autonomes, un peu trop pas bien pour le goût du foyer, et ça devient parfois complexe. Ça peut constituer quand même un frein à l'entrepreneuriat de la femme, surtout l'entrepreneuriat féminin. Pourtant, on est nombreuses, vous le disiez tout à l'heure. Oui, mais si toutes les femmes qui faisaient, je sais pas, infirmières, je sais pas, que tous les métiers classiques étaient mariés, on allait dire, bon, ce sont peut-être les meilleures femmes là-bas, mais ce problème existe aussi là-bas, en fait. Donc, c'est vrai que il y a cette peur-là, parce que les hommes ont souvent tendance à penser qu'une femme qui va acquérir son indépendance va forcément vouloir être son alter ego, va vouloir blesser son ego. Porter le pantalon à la maison. Par exemple, mais la réalité du couple, c'est que peu importe que la femme ait bac plus 20, peu importe qu'elle ait les milliards dans son compte, quand elle veut porter la culotte, elle la porte. Hein. Peu importe, même les femmes au foyer, il y a des femmes qui mettent les maris au pas et pourtant elles sont à la maison. Donc ça, en fait, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une construction. C'est un travail, c'est un défi pour notre génération parce que effectivement, il y a eu tout un travail avant pour l'éducation des femmes, vraiment pour envoyer les femmes à l'école. C'était d'abord les premiers défis. Maintenant, le second défi aujourd'hui, c'est la question économique. Comment est-ce que les femmes vont avoir un peu plus de moyens, acquérir de l'autonomie. Donc, maintenant, il va falloir avancer vraiment vers un autre palier aujourd'hui. Ça sera vraiment l'acceptation, en fait, de cette réalité-là, parce qu'on n'est pas en concurrence. Et c'est vrai, c'est difficile parfois pour les hommes, parce qu'eux, ils voient le monde en termes de concurrents. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui fait la même chose, c'est son concurrent, c'est son adversaire. Et dans cette adversité, et nous foncièrement, on ne voit pas forcément ça. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'autre forcément comme un adversaire. En fait, c'est cette idée-là qu'il faut qu'on essaye d'intégrer au maximum auprès de la gente masculine pour leur rappeler que non, l'indépendance ou l'autonomie, en réalité, ce n'est pas forcément la fin de leurs avantages. Peut-être la diminution un peu, mais pas forcément la fin, parce que les femmes ont le plaisir à être des femmes. Les femmes ont le plaisir à avoir un homme viril qui assume un certain nombre de responsabilités. Donc, ça n'a véritablement pas le même impact. Christiane, comment on réagit aussi face à tous ces préjugés-là? Parce qu'on considère la femme entreprenante aujourd'hui comme un danger pour la société. Comment on fait? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont retrouvées à la maison parce que le mari a dit « je veux plus que tu travailles, je veux plus que tu entreprennes, je ne veux plus rien, tu t'occupes des enfants, de ma famille, de ma nourriture et tout ». Et dans la société, même on trouve aussi que vous êtes un peu trop ambitieuse. Et ça pose un réel problème. À ce moment-là, ça affecte le mental de la femme. Absolument. C'est pour ça que moi, j'encourage les femmes entrepreneurs à développer leur intelligence émotionnelle. Parce que il faut prendre conscience de cet état de choses en face et l'appréhender. C'est vrai, par notre ambition, on choque un peu, on frustre un peu l'homme qui n'assume pas pleinement sa masculinité en face. Parce que les vrais hommes, ils ne sont pas influencés du tout par une femme qui a des ambitions et autres. Mais nous, les femmes, entrepreneurs surtout, nous devons prendre cela en compte et rassurer. Rassurer sur le fait que déjà, ça apporte un deuxième revenu dans le foyer. Ça permet de mieux vivre, d'avoir voilà, des commodités qu'un seul salaire ne peut pas avoir et de s'imposer, mais de façon très diplomate. Si vous avez un mari qui n'accepte pas que vous sortiez pour aller travailler, donc partez le matin, vous revenez le soir, entreprenez de chez vous. Et montrez-lui que de chez moi, voilà ce que je suis en train de bâtir. Aujourd'hui, nous avons le numérique. Nous avons le numérique, on peut faire des choses formidables à partir du digital. Donc, elle peut avoir sa boutique en ligne, elle peut avoir des employés et faire tout son suivi, tout son contrôle étant chez elle et
par la suite montrer à son mari, voilà, j'ai généré un chiffre d'affaires de temps, et je pense qu'il sera impressionné et il va, voilà. C'est juste une question de tact, une question de diplomatie. D'accord. Il faut savoir le bon partenaire. Hier, j'étais à la Quintigny de Douala. Je salue la directrice d'Octondom. Il y avait des femmes qui étaient là à l'exposition. Elles avaient dit que non, pour avoir les multiples tâches, femmes à multitâches, c'est parce que j'avais des bons. Il faut trouver le bon partenaire. Absolument. Qui vous accompagne et tout. Mais on posait la question comment trouver le bon partenaire. C'est pas écrit sur son front. Absolument. Quand on donne l'adresse. Mais on a posé le problème tout à l'heure à l'aide de financement, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, les femmes veulent entreprendre, mais il n'y a pas d'argent. Vous trouvez une femme à la maison, elle se bat, on dit que mais pourquoi tu n'entreprends pas? Il n'y a pas d'argent. Oui, on fait comment? On se couche, on dort, on va prêter. La tontine, parfois aussi, ça devient de plus en plus compliqué, même pour prêter à la tontine, parce qu'il faut des garanties. C'est à ce moment que j'interpellerai nous les femmes en général, parce que effectivement il y a, certes on a des grosses difficultés structurelles à avoir des financements. La dame l'a souligné tout à l'heure avec les questions de titres fonciers, avoir des prêts aux banques, mais aujourd'hui il y a aussi des accompagnements qui existent spécifiquement pour les femmes qui permettent justement d'accompagner les femmes. Moi j'ai peut-être un petit problème là, c'est mon problème idéologique que je vais avoir, parce que je trouve que ces financements, c'est généralement pour encourager les femmes à être des petites entrepreneuses. Donc en fait, des petites vendeuses là à la sauvette, en fait, ça encourage un peu l'informel. C'est peut-être le petit malheur, et il va falloir peut-être qu'on essaye d'améliorer. Mais il faut dire qu'effectivement, il y a aujourd'hui des organismes qui accompagnent. Je crois que ONU Femmes le fait chaque année. Il y a beaucoup de structures, même au niveau du MINPROF, ils ont des partenariats pour accompagner les femmes. Mais comme je l'ai dit tantôt, je trouve que ces financements sont encore un peu légers. Ils sont encore un peu légers parce que ce n'est pas souvent à la hauteur des besoins qui sont souvent parfois énormes, parce que lorsque vous voulez mettre sur pied une unité de production et que vous avez besoin des financements importants, là il n'y a pas spécifiquement un secteur ou une entité spécifique où vous pouvez aller. Bon là je ne sais pas, peut-être que la dame va nous donner une adresse qu'on aille, peut-être que le GCAM nous a gardé quelque chose, on ne sait pas. Donc, mais pour l'instant ça reste encore difficile. On reste toujours dans les financements des activités à basse échelle qui vont maintenir quand même une certaine, je ne vais pas dire, ça va amener une certaine autonomie, mais pas véritablement une indépendance économique qui permettra aux femmes de prendre les choses en main en fait. Christian, pourquoi les femmes ne se mettent pas ensemble alors? Parce que là, s'il y a un problème, on est tellement nombreuses, on est la mère de l'humanité, pourquoi les femmes ne créeraient pas un réseau pour être des femmes dynamiques, entrepreneurs, capables de surmonter, de porter l'économie nationale? Alors, c'est la solution pour nous. Si on arrivait à se mettre ensemble, autant de talents, la femme est multitâche, on peut faire plusieurs choses à la fois, on a une telle puissance que mis ensemble, on ferait des merveilles. Mais je pense bien aussi que les hommes ne nous laisseraient pas faire, parce qu'ils savent très bien que la force en face, voilà. Mais le problème vient de nous, ça c'est clair, c'est dit. Je ne suis pas très d'accord pour les problèmes de financement de certains programmes, parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on vous mettra une grosse somme d'argent en main que vous allez avoir une entreprise prospère. Il y a des paliers, il y a des étapes. Il faut d'abord commencer par changer son mindset. Moi, je suis sortie d'entreprise, c'est pas le même mindset que l'entrepreneuriat. Il a fallu que je rewind, que je refasse ce travail-là pour penser comme un entrepreneur. Et pour ça, il y a des étapes. Il y a des renforcements de capacités qu'il faut faire. Des formations. Des formations. Il faut faire des formations. Il faut aller par palier. Commencer à produire quelque chose. Et quand on vous donne un financement, quelle que soit la taille, ça va vous faire grandir d'un pas. Et je pense aussi que quand vous avez un véritable projet structurant, vous êtes accompagné. Je pense que vous êtes accompagné, et si vous ne l'êtes pas, vous criez vous tapez à toutes les portes jusqu'à ce que ce soit fait. Moi j'ai vu... les portes bizarres.
Bon, ok, on ne tape pas des portes. On tape pas des portes. On verra derrière si c'est Il y a une dame l'année dernière, en fin d'année dernière, qui a ouvert une usine de transformation de cacao, par exemple. Je pense bien que, et j'ai lu son histoire, elle est dans l'entrepreneuriat depuis des années. Je pense qu'elle a traîné son projet. Aujourd'hui, on lui demande qui est derrière toi. Voilà. Au point où elle a convaincu de par son projet et elle a eu le financement qu'il faut à son usine. C'est une grande fierté. On devrait se mettre ensemble. Je pense qu'il y a quelques associations qui essayent, mais c'est encore très embryonnaire, c'est timide. Mais il faudrait quand même rappeler que les femmes jouent un rôle essentiel dans l'économie mondiale et leur contribution justement à l'entrepreneuriat est de plus en plus importante. Peut-être il faut crier fort pour que l'on comprenne que la femme aujourd'hui, dans la dynamique, dans l'évolution même de la société, a besoin d'entreprendre pour pouvoir porter cette économie et qui chancelle. Peut-être qu'on attend que tu cries vraiment fort. Moi, je n'ai pas la force. Je vous invite sur la plateau. Et la semaine nous donne l'occasion de pouvoir dire aujourd'hui que, bon, ok, nous sommes des femmes, mais on peut compter sur nous. Aujourd'hui, dans les maisons, il faut il faut que l'homme puisse laisser la femme entreprendre pour pouvoir gérer aussi l'éducation des enfants à la maison, porter même notre économie. Je pense que vous avez un rôle majeur à jouer là-dedans. Inviter de plus en plus les femmes à venir prendre la parole et à dire et à partager leur expérience. Parce que c'est toujours autour du 8 mars que vous invitez les femmes entrepreneurs. Non, surtout pas les ici. plateaux, voilà. Il faut avoir des émissions dédiées à l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat féminin. Vous allez être étonné du potentiel qu'il y a. Il y a beaucoup de femmes. Mes téléspectateurs sont témoins. Je suis peut-être avec modestie celle qui varie le plus de thèmes et qui invite le plus de femmes. Mais le problème que nous avons ici, c'est que les femmes refusent de venir à l'antenne. Parce qu'elles vous disent, oui, la prise de parole, elles vous disent que non, la télé là, si elle passe trop là, on va commencer à me mettre l'œil, on va commencer, même les impôts vont me chercher, si je parle un peu beaucoup, etc. Ça fait en sorte que aujourd'hui, les plateaux, malheureusement, ça c'est un constat, sont dominés par des politiques en longueur de journée, mais parce que justement, quand vous laissez l'opportunité, toutes les femmes ne viennent pas comme vous sur les plateaux, disent venez partager vos expériences, venez essayez de présenter votre façon de voir les choses, mais elles ne viennent pas. Donc je lance un appel, mesdames, venez prendre la parole. On a besoin d'avoir ces rôles modèles-là. Libérez la parole. Partagez votre expérience, c'est très important. Très important, prenez la parole. Et même si vous ne voulez pas la prendre à la télé, vous avez vos réseaux sociaux, essayez de prendre la parole. Alors, quelles sont les initiatives? Que le GECAM offre Non, là-bas, il n'y a pas de souci. Quand c'est au niveau du GECAM avec des formations, elles sont là. Mais quand c'est déjà venir à l'antenne, c'est-à-dire quand on braque les caméras là, ça devient très compliqué. Elles sont nombreuses là qu'on côtoie tous les jours. On va même vers ces femmes-là parce que vous lisez souvent un profil intéressant. Vous dites, madame. Mais je les comprends aussi. Venez, parce que je les comprends. L'environnement est très compliqué. L'environnement est très compliqué. Tout le monde n'a pas la force que vous avez là. Hein. Là, quand j'emmène ma Miss Christiane vient ici, elle dit, quand même, elle va parler de quoi et tout. Donc, du coup, ça pose quand même des questions. Et puis, les femmes commencent à dire, ok. En fait, on va toujours revenir à ce que vous parliez tout à l'heure, la formation, le travail sur nous, en fait. Parce que vous avez évoqué un nom, le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur. On a toujours l'impression que ce qu'on a obtenu. Est-ce qu'on est légitime? On se pose des questions et c'est peut-être ça qui nous bloque en fait. En fait, c'est qu'on a toujours l'impression, même quand on a obtenu quelque chose, c'est pas. On a l'impression de ne pas le mériter. C'est pas légitime en fait. On a même peur du regard de l'autre. Comme je suis ici à ce niveau-là, est-ce qu'on va pas penser que j'étais avec tel? Est-ce qu'on va pas penser que j'ai fait telle chose? Il faut s'affranchir du regard de l'autre. Ça, c'est un travail qu'il faut d'abord commencer à faire en tant que femme. En tout cas, il faut le faire. Un choix parce il faut le faire. Il faut avancer. Parce que les femmes aujourd'hui, malheureusement, vivent plus du regard de l'autre. Elles ne travaillent pas sur elles, sur ce qu'elles veulent personnellement, sur ce mindset, se dire, ok, je me lance, mais si je réussis, on va penser que. Et ça fait en sorte qu'elles préfèrent se replier sur elles-mêmes, briser ses rêves et se retrouver en train d'être la chaussette de l'homme. Son rêve n'était pas assez fort ou important pour elle. Parce que je me dis toujours que plus on nourrit son rêve, plus il devient plus fort que soi. On ne peut
pas faire autrement que de le poursuivre. Les femmes, vous avez compris, non? Oui, petite anecdote. La réalité est souvent un peu complexe pour les femmes parce que quand tu doutes, en fait, et que tu as des personnes qui t'accompagnent dans le doute, là, ça devient compliqué, très, très compliqué. Quand tu as des gens à qui tu fais extrêmement confiance et qui t'accompagnent dans ton doute en te disant non, ce que tu es en train de vouloir... Reste dans ta zone de confort. Voilà, bien frit les beignets. Si là, on reste là, tu as tes 100 enfants, papa. Ça aussi, ce n'est pas souvent quelque chose qui nous aide. C'est pour ça qu'il faudra qu'on travaille aussi sur la génération qui arrive. Les nouvelles jeunes filles qui sont là, elles sont tellement effrontées. Les influenceuses là sur elles sont tellement effrontées. Moi, je sais qu'il y a un débat sur les influenceuses, les influenceurs. Non, les entrepreneurs. Je ne ferai pas leur procès parce que franchement, voilà, elles sont tellement peut-être effrontées, c'est choquant pour nous, mais c'est aussi un vent de libération parce que d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'on n'apprécie pas la façon dont elles s'exposent et ça, ce côté-là est forcément gênant. Mais c'est aussi une manière pour elles de briser un certain nombre de stéréotypes, de barrières et d'avancer. On aimerait avoir de meilleurs modèles. Mais pour moi, je ne suis pas pour qu'on brime parce que c'est... Voilà, qu'est-ce qu'on leur offre de mieux, en fait? Mais est-ce qu'on ne peut pas rester, puisqu'on parlait du digital tout à l'heure, l'entrepreneuriat digital parce qu'on voit là aujourd'hui où on danse, où on fait n'importe quoi, mais capitaliser cette nouvelle technologie-là, entreprendre. Vous le disiez tout à l'heure, pour contourner le fait que vous avez peut-être un mari trop encombrant, trop jaloux et tout, vous pouvez décider de rester à la maison, entreprendre sur le digital, capitaliser cela et rester sur place et gagner de l'argent. Absolument. L'intelligence artificielle aujourd'hui nous permet de faire une foultitude de choses. C'est un raz-de-marée qui arrive. Et les personnes et les entreprises, les entrepreneurs, mesdames, si vous ne vous êtes pas encore mis à l'IA, vous êtes en retard. L'intelligence artificielle nous permet de tout faire. De lancer nos campagnes pub, de lancer nos campagnes marketing, d'avoir notre assistante virtuelle, vraiment une foultitude de choses. Et il faudrait qu'on s'y mette pour aller 2 fois plus vite, pour gagner un gain de temps énorme et aussi réduire même certains salaires. Et gagner de l'argent aussi. Gagner de l'argent et réduire certaines charges. Oui, c'est le nerf de la guerre aussi. En fait, les femmes sont naturellement ouvertes à beaucoup de choses. Et donc, je pense que c'est vraiment un secteur qu'il faut pas qu'on néglige, le numérique. On a souvent tendance à juste rester dans l'aspect commercial de la chose. Il faut vraiment qu'on pousse au-delà de j'achète, je revends. Parce que malheureusement, on a transposé le bayam selam qu'on a dans la rue, on l'a transposé sur le numérique et l'essentiel. Quand vous utilisez vos réseaux sociaux, vous regardez les statuts des gens, la plupart elles vendent quelque chose, elles revendent. En fait, c'est leur manière en fait d'entreprendre. Donc, on reste dans du classique, c'est juste qu'on a changé de format. Or, aujourd'hui, pour moi, le numérique offre encore beaucoup d'autres opportunités que la simple commercialisation. Le numérique en lui-même, on n'imagine pas, par exemple, au Cameroun, de jeunes entrepreneurs nous créer l'intelligence artificielle parce qu'on nous amène à utiliser l'IA que les autres ont créée. Or, aujourd'hui, on a plein d'institutions qui forment des gens en informatique. On devrait inciter beaucoup plus les jeunes aujourd'hui à travailler pour créer des offres dans le numérique qui vont permettre de faciliter nos vies au quotidien. Et là, franchement aussi, on a besoin d'accompagnement. Mais souvent, on a cette difficulté parce que je me rappelle, j'avais assisté à une soutenance, je crois que c'était Yaoundé, le poste. Je crois que c'était le poste. Ils avaient pensé un système à la Yango. C'était peut-être 5 ans, 10 ans même avant que Yango ne vienne. Et aujourd'hui, c'est Yango qui a gagné tout le marché. Sans publicité. Gozem et tout ça. Donc, je vais citer les autres aussi. Vous voyez? Et quand je vois ça tous les jours, je me rappelle qu'il y a pratiquement 5 ans à l'avance, il y avait déjà des jeunes qui avaient pensé une application. C'était des femmes, c'était vraiment un groupe mixé, mais c'était ça pose vraiment le problème de l'accompagnement et du financement des projets. Je puis vous dire que il y a beaucoup de jeunes start-upers qui ont développé beaucoup d'applications, beaucoup des innovations dans le numérique et qui ne sont pas accompagnés, malheureusement.
Quand je parlais donc de l'intelligence artificielle, c'est pas pour le bayan selam, comme on dit. Moi, je suis fervente militante du make selam. Parce qu'avec l'IA, par exemple, vous êtes chez vous, il vous donne une recette, par exemple, de biscuits, une recette de boisson que vous pouvez développer et commercialiser. C'est la création de la valeur. Tout à fait. Et il faut vraiment capitaliser. Alors, on va rester pour avancer sur l'impact social et économique. Quel est l'impact de l'entrepreneuriat féminin sur l'économie et la société dans son ensemble? Vous qui êtes dans... Là-bas, c'est votre domaine. Alors, peut-être en rappelant ça de temps en temps, ça va permettre aux femmes qui nous regardent ou aux autorités qui nous regardent, qui ont le pouvoir de décision, de réorienter leur politique là. Alors, la PME compte pour à peu près 90% de notre économie, et le secteur informel encore plus, parce que celui-là, il n'est pas répertorié. Et qui est dans le secteur informel? On se rend bien compte que ce sont des femmes qui sont dans le secteur informel. Et c'est pour cela que nous demandons à ce qu'il y ait des mesures pour élargir l'assiette fiscale, pour aller sortir ces petits artisans, ces petites activités-là de l'informel pour qu'elles deviennent formelles, et comme ça, l'assiette fiscale est élargie. Mais c'est connu. Ouais. Mais quand vous parlez de fiscalité, comme ça, les femmes... C'est compliqué, les femmes chefs d'entreprise. Oui, mais il faut qu'on sache qu'il est important pour nous de payer nos impôts. C'est clair, c'est net, mais ce qu'on dit, c'est que en l'état des choses, les taxes sont plutôt confiscatoires, elles sont plutôt agressives. J'aime ce mot-là parce que c'est la vérité. Confiscatoire. Voilà, confiscatoire. Lui, il aime ce mot. Le président. Mais c'est la vérité qu'on vit sur le terrain. C'est des contrôles intempestifs, des contrôles à n'en plus finir. C'est toujours les mêmes, chez les mêmes qu'on passe, c'est toujours les mêmes qui payent, et de plus en plus on nous demande de payer. Alors que on pourrait adopter des mesures. C'est connu, de toute façon, on a fait des propositions déjà pour élargir l'assiette fiscale pour que tout le monde paye. Voilà. Arlette, il y a cette question pour vous. Comment les femmes entrepreneurs peuvent-elles contribuer à la création d'emplois? Je pense que dès l'instant où vous commencez à entreprendre, c'est pas pour soi-même en fait. L'entrepreneur, c'est déjà quelqu'un qui transforme son environnement, et la conséquence directe de sa création de valeur, c'est le bien qu'il fait autour de lui en recrutant du personnel, en permettant à d'autres personnes d'avoir des revenus réguliers au quotidien. Donc, effectivement, plus on aura des femmes qui vont se lancer dans la question entrepreneuriale, et plus on aura, bien sûr, de la valeur ajoutée, de la création d'emplois, qui est la création directe. Mais maintenant, la question de l'emploi renvoie aussi à la création des emplois décents. Parce qu'il n'est plus question simplement de créer de l'emploi. On se rend bien compte que beaucoup de travailleurs aujourd'hui sont dans des situations assez complexes. Et on voit très bien comment tous les Camerounais sont en train de fuir. Vous voyez, des gens qui ont 10, 15 ans d'expérience, qui préfèrent partir du Cameroun. Il y a certains qui partent aussi pour partir. On nous expliquait hier que certains partent pour le suivisme. Vous voyez quelqu'un qui a 3 millions de salaire, mais qui décide de partir au Canada. Vous avez quelqu'un qui a 750 000 francs de salaire qui décide de partir. Il y a certains qui partent. Et quand on posait la question, comme nous disait notre coach hier, pourquoi tu es parti? Tu ne vois pas que tout le monde part. Je pars aussi. En fait, quand vous êtes dans un environnement, vous ne croyez plus en l'environnement dans lequel vous êtes. Partir devient comme une illusion qui vous permet d'être comme tout le monde, en fait. Et c'est parce que l'environnement actuellement ne permet pas justement aux gens de croire au peu qu'ils ont, parce que beaucoup reviennent avec leur expérience. Ils nous disent vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai laissé mon boulot ici au Cameroun pour aller balayer le sol ailleurs. C'est une réalité. Mais le problème, c'est ceux qui restent là et qui vivent cette réalité et qui disent, mais moi, je veux partir parce que les conditions déjà... Parce que vous parlez des cas de ceux qui sont dans de très bonnes conditions, mais il y en a beaucoup qui sont dans de très, très mauvaises conditions. Pour aller là-bas, c'est plus d'1 million. Il manque 4 millions. En fait, bizarrement, vous parlez d'1 million.
bizarrement... Bon, vraiment, c'est à partir de 4 millions, parce qu'on a reçu les gars des agences ici. C'est quelque chose qui me surprend au Cameroun. Vous voyez, quelqu'un va vous dire, il souffre. Mais le jour qu'on va lui dire, opportunité de voyage, 3 millions va sortir. Vous vous demandez, donc tu as 3 millions depuis et tu dis que tu souffres. Non, on a cotisé. En fait, le discours en face est défaitiste. Le discours qu'on nous tient au quotidien est pessimiste. Les gens ont perdu l'espoir. Les gens ne voient plus les opportunités que les autres voient et que nous, on voit. Pour rien au monde, je ne partirai d'ici pour aller recommencer toute ma vie de l'autre côté, parce que vous allez dans un terrain qui est se fait plaisir, revenir, découvrir d'autres choses. Absolument, je veux dire, partir s'installer, je veux dire. Mais vous allez dans un environnement où tout est fait. Vous ne pouvez rien créer, vous entrez dans un moule et puis on ne vous attend pas là-bas. Donc, il faut qu'on change de discours. Et moi, je m'en prends aux médias parce que c'est vous qui véhiculez. Et quand quelqu'un vient ici, j'ai une entreprise immigration au Canada, rapidement, vous lui donnez l'audience. Il ne faut pas donner d'audience à ce type de personnes. Vous ne comprenez pas, c'est un attentat économique qui se passe là. Tous nos cerveaux sont en train de partir. Les ingénieurs formés, les médecins formés que l'État a formés, il y en a que l'État a formés, qui sont partis. C'est un attentat économique. Alors nous qui avons les entreprises, on les prend où, les employés? On doit faire l'effort de créer aussi un environnement économique agréable. Absolument, mais c'est pour cela que je dis, c'est le concours de tout le monde. C'est le concours de tout le monde, et surtout les médias, vraiment ne donner plus d'audience à ce type de personnes. Là, vous êtes on a le partenariat. Non, en fait, moi j'ai reçu le président Chambre de commerce Afrique-Canada. Lui disait, il faudrait que nous ici, qu'on puisse aussi aller créer des entreprises là-bas. Il y a beaucoup de portefeuilles, puis il a parlé de près de 1500 portefeuilles où les Camerounais peuvent aller là-bas, pas pour s'installer, mais créer des entreprises et être dans le partenariat. On a tout à construire d'abord ici. Consolidons d'abord nos acquis ici avant de dire qu'on va s'écouter. Moi, vraiment, je n'y crois pas. Ça, c'est le piège. Non, il y a des chiffres et il y a des personnes qui... Mais maintenant, on est des pays frères amis, on peut capitaliser ça autrement, savoir ce qui est bon de l'autre côté, ramener cela ici, développer, pourquoi pas, ça pourrait aller. Maintenant, il faut permettre... Si nous sommes dans un pays comme le Nigeria, où sa diaspora finance pas mal l'activité économique, c'est l'un des premiers pays en termes d'envoi d'argent. Ok, mais le Cameroun ne fait pas partie de ceux-là quand on parle de ceux qui impactent financièrement. Là, on va revenir sur le débat politique, la double nationalité. Mais moi, je dirais que vous pouvez, par exemple, faire des émissions. Pour aller voir ceux qui sont partis, ce qui sont devenus. Ça a été fait. Comme ça, voilà. Comme ça, ça va édifier ceux qui sont là. Ça ne décourage pas, madame. Ça ne décourage pas. On va essayer au moins. La mère, vous savez, les gens, quand on dit Boza au quartier, là, ils foncent toujours. On dit que la mère, là, va peut-être mourir au désert, mais les gars foncent toujours parce qu'ils ont espoir que, bon, si Ngano a réussi, nous aussi, on peut réussir. Donc, c'est un peu le discours qu'on tient, mais toujours est-il, il faut créer des environnements propices ici. Le président de la République a dit que c'est un modèle. Les deux questions pour sortir ici. Alors, les stratégies, les meilleures pratiques qui peuvent aider les femmes à réussir, les femmes entrepreneurs à réussir. Alors, la première des stratégies, c'est la discipline. Il faut être très discipliné pour garder sa vision et son rêve intact, pour ses finances, parce qu'il y a ça aussi qui est très important. Et voilà, la discipline, ne rater aucune opportunité, ne pas hésiter à aller frapper aux portes, ne pas hésiter à s'informer, parce que très souvent... créer le réseau de soutien. Le réseau de soutien, de s'inscrire, d'aller dans des recoupements de femmes entrepreneurs, le partage d'expériences, il est là-bas. Les B2B, les afterworks, souvent où les femmes partagent leurs expériences. Ne restez pas à la maison, sortez de votre zone de confort. Claire. Stratégie. Oui, je pense que je poserais vraiment ces stratégies. J'ajouterais se former encore un peu plus parce que on est souvent figé. Et je pense que se former davantage nous permet de découvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles compétences et savoir-faire. Et ça peut véritablement nous ouvrir l'esprit. On a besoin des femmes fortes, des femmes dynamiques, des femmes qui portent notre économie parce qu'on est plus confiantes, ambitieuses, audacieuses, qui portent véritablement cette économie-là. Et les femmes
osez sortir de votre zone de confort, entreprenez. Aujourd'hui, avec le digital, avec tout ce qui a été dit sur ce plateau, on peut faire 1001 choses et ne plus être le Chinda de l'homme. Voilà. Christiane Karen Eka, administrateur du GECAM, CEO de Rushdor Food. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Il y a des téléspectateurs que vous êtes adorables. Vous parlez tellement bien aujourd'hui, ainsi que Arlette Njopoupa, activiste des droits civiques du PCAN. Merci. De temps en temps, il faut venir sur le plateau. Et vous avez, il y a des admirateurs qui écrivent parce qu'ils ne résistent pas à certaines choses-là. Alors, merci à vous d'être venus sur ce plateau, mesdames. Bonne célébration de la femme. On vous a dit demain, c'est un moment particulier sur Canal 2 International. Vous aurez les sensations fortes avec une grande icône du journalisme au Cameroun, Barbara Eto'o. Elle nous a fait rêver et demain, on va revisiter son histoire avec elle. Ce sera au 19h50. Juste derrière, justement, le 19h50, ce jour est présenté par un gentleman. Il est affecté, mais il a le courage, la force. Alain Gisninkanga qui a perdu sa mère, toutes nos sincères condoléances, mais qui reste fort pour avancer et pour faire plaisir à sa maman. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.